Hey, bien bonjour et bienvenue à toi sur cette vidéo. Donc avant de commencer, si tu n'es pas allé voir la vidéo numéro 0, donc la vidéo d'introduction de la série, je t'invite à aller la voir pour savoir à peu près de quoi on va parler. Alors dans cette vidéo, on va pas parler des différents types de hackers parce que ça c'est vu et revu, tout le monde en a ras la patate de ça. Donc on va vraiment se concentrer sur le pentest en général, au niveau des lois, qu'est-ce que ça dit, les différentes phases. On va peut-être refaire aussi un petit point sur quand même les différents types de pentest qu'il peut y avoir parce que ça c'est important. Dans les entreprises ou même en général, le manque de sécurité vient toujours au moins d'un ou plusieurs de ces facteurs. Il y a soit le manque de temps, soit le manque d'argent, ou bien le manque de compétences. Donc le manque de temps, c'est par exemple quand une entreprise n'a pas le temps d'employer des gens pour s'occuper de la sécurité. Le manque d'argent, c'est forcément si l'entreprise n'a pas les fonds nécessaires pour mettre en place les sécurités ou bien employer les gens qu'il faut, il y a toujours un manque de sécurité quelque part. Et le manque de compétences, c'est que si c'est une petite entreprise et que elle n'a pas les personnes nécessaires pour mettre en place les sécurités, ça va être compliqué. Donc en fait, le truc de la sécurité, c'est essayer de trouver le bon compromis pour essayer de limiter au maximum les risques. Souvent, les entreprises ne peuvent pas mettre en place ces trois choses, donc le temps, l'argent et les compétences. Donc le compromis, c'est justement essayer de trouver un moyen pour essayer de limiter la casse en fait. Les entreprises peuvent faire appel à des auditeurs externes pour tester leur sécurité, ce qu'on appelle les pen testers en anglais. Donc c'est des gens qui vont faire des audits de sécurité sur le réseau et sur l'infrastructure en général. Donc là on va vraiment s'attarder sur le métier de pen tester, entre guillemets, parce qu'il existe aussi plein d'autres métiers d'audit. On peut faire appel à des personnes qui font des audits de code, c'est-à-dire que vous allez leur donner un code source et elles vont essayer de voir ce qui va pas, les failles qu'il peut y avoir dedans et tout. Là, on va vraiment parler du pentester. Donc il existe trois tests pour un pentester. Celui on appelle le test en mode boîte blanche, donc white box. Ce sera un peu comme les types de hackers, il y aura le white, il y aura grey et il y aura black. Donc le white, c'est que le pentester, il possède toutes les informations dont il a besoin. Donc il travaille en collaboration souvent avec les équipes techniques, ce qui lui permet de trouver un maximum de failles. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment le pentester, il est au sein de l'entreprise, tout le monde est au courant, et il va essayer de trouver les failles avec les informations dont il dispose. Donc ça, c'est celle qui permet de trouver le plus de failles possible, parce que forcément, il a accès à tout, donc il peut bien aller chercher dans les moindres recoins si jamais il y a une faille. Ensuite, il y a le test en mode boîte grise, donc grey box. C'est un peu entre les deux, donc forcément gris entre blanc et noir. Et en fait, le pentester, il possède que certaines informations. Donc c'est un peu comme s'il était un employé ou bien un collaborateur de l'entreprise. Et par exemple, il peut commencer juste avec un compte utilisateur basique et avec ça, il va essayer de trouver des failles. Ça se rapproche pas mal d'un vrai scénario où le hacker aurait déjà eu certaines informations et aurait réussi à pénétrer à l'intérieur de l'infrastructure de l'entreprise, à l'intérieur du réseau. Donc en gros, c'est escalation de privilèges, et puis après, est-ce que le hacker, enfin le pentester en l'occurrence, arrivera à récupérer des données ou des informations sensibles, qu'est-ce qu'il peut faire, tout ça. Et le dernier test, c'est le test en mode boîte noire, donc black box. Et c'est le scénario le plus complexe, mais c'est aussi celui qui est le plus prenant et celui qui se rapproche le plus d'une véritable attaque. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est que au début, le pentester, il connaît absolument rien de l'entreprise qu'il doit auditer. Donc, on peut prendre un exemple tout bête, c'est, donc, par exemple, votre employeur peut venir vous voir juste avec le nom d'une entreprise et c'est tout. En fait, vous devez vous débrouiller pour essayer de hacker cette entreprise juste en ayant son nom. Alors là, forcément, on va devoir effectuer différentes phases, donc on verra juste après, pour mener à bien l'audit. Donc quels sont les avantages de ce mode de pentest? Donc ça permet de montrer à l'entreprise ce qu'un hacker mal intentionné pourrait faire. Donc en ayant juste par exemple comme cible le nom, en se mettant à la place du hacker, on arriverait à faire telle ou telle chose, compromettre certaines informations, etc. Donc ça c'est vraiment le rôle premier du pentester. Par contre l'inconvénient de cette boîte noire, c'est que ça peut prendre énormément de temps et on peut ne pas forcément aboutir à une compromission du système. C'est-à-dire que le fait déjà la première phase de reconnaissance, ça peut prendre énormément de temps parce qu'il s'agit de faire les choses proprement et d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir les utiliser par la suite. Et si jamais le pentester qui fait l'audit n'est pas assez compétent ou bien qu'il y a vraiment des failles qui sont bien cachées et qui sont pas forcément super simples à voir, on peut ne pas réussir à compromettre le système et donc à réussir l'audit convenablement. Donc dans tous les cas, le pentester il doit bien évidemment respecter le contrat qu'il aura préalablement établi avec son employeur et il ne peut pas attaquer tout ce qui se trouve en dehors ce qu'on appelle le scope en fait qui est défini dans le contrat. Donc c'est on va dire un périmètre
dans lequel il est autorisé à attaquer. Pour la petite anecdote, il y a quelques jours ou quelques semaines, je vous mettrai le lien dans la description, il y a 2 pentesters aux États-Unis qui se sont introduits dans un tribunal à Dallas pour tester les potentielles failles de sécurité. Donc ils étaient munis d'outils pour réaliser leurs tests. Donc les outils, c'est les fameux outils de lockpicking, donc pour faire pour crocheter les serrures, tout ça, faire des tests en physique, quoi. Et en fait, sauf que l'employeur, donc qui était une branche de la justice, donc en fait ils sont introduits dans un tribunal, mais ils étaient eux-mêmes employés par une branche de la justice pour faire leur pentest. Eh ben, en fait, leur employeur, il n'avait pas prévu que dans le contrat, ils allaient y aller physiquement. Au début, ils avaient été employés pour justement tester les failles de sécurité, mais l'employeur, il n'avait pas prévu qu'ils allaient s'y rendre physiquement. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez courant, mais c'était pas stipulé dans le contrat. Et résultat, ils se retrouvent en prison avec 50 000 $ de caution. Donc comme quoi, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est écrit dans le rapport et ne pas faire ce qui n'est pas défini. En parlant de contrat, je vais vous mettre dans la description un lien qui redirige vers une page web qui montre à peu près ce qu'il faut mettre dans le contrat, donc tous les articles. Donc je ne vais pas tout énumérer parce que c'est assez long, mais je peux vous donner des exemples. Donc, par exemple, l'article 1, c'est l'objet du contrat, donc il faut définir en gros le contrat, il faut définir le prix, la durée, le contenu du rapport final s'il y aura dedans, tout ça. Il y a pas mal aussi de clauses qu'il faut signer, qu'il faut établir pour pas qu'il y ait de problème ensuite par la justice, comme on a vu avec précédemment les deux pentesters là aux États-Unis qui se sont fait avoir. Et du coup maintenant on va passer aux différentes phases. Donc le nombre de phases dans un test d'intrusion peut différer en fonction des personnes. Il y en a qui disent qu'il y en a 5, d'autres 6, 7, ça dépend en fait, mais on retrouve à peu près plus ou moins les mêmes choses. Donc la première est la reconnaissance, qu'on appelle aussi en anglais footprinting. Donc en fait cette première phase elle consiste à obtenir un maximum de renseignements sur l'entreprise. Donc ça peut être une liste d'IP, les adresses mail de certains dirigeants, des services des ressources humaines, pour potentiellement après faire une attaque par phishing. On essaie aussi de récupérer par exemple les serveurs mail, les différents noms de domaine, etc. Toutes les informations sont bonnes à prendre. Ça nous permet par la suite de faire une recherche sur un vecteur d'attaque. Donc on reconnaît 2 types de reconnaissance. La reconnaissance passive qui permet de récolter l'information sans interagir directement avec la cible. Donc on peut donner l'exemple de Whois, qui est un site qui permet d'avoir des renseignements sur les noms de domaine. Donc dans ce cas-là, nous on n'envoie aucun paquet à la cible et du coup la cible ne peut pas savoir que quelqu'un fait des recherches sur elle. Et à contrario, il a la méthode active qui là permet une interaction avec la cible. Donc par exemple se rendre directement sur le site de la cible pour avoir des informations sur l'entreprise, sur les fournisseurs, sur les collaborateurs de l'entreprise. Donc en particulier cette phase-là n'est pas forcément utilisée lorsqu'on fait des CTF ou des bouts de route. Parce que quand on télécharge la box, on a directement l'adresse IP ou même on a juste accès à la box directement, on n'a pas besoin de faire toutes ces autres recherches. Mais dans la réalité, on est obligé de passer par celle-ci. C'est même l'une des phases la plus importante. On pourrait croire que par exemple l'exploitation est clairement la plus importante. Alors, toutes les phases sont extrêmement importantes, mais celle-là en priorité, parce qu'en fait, sans une bonne reconnaissance, il est impossible d'aller plus loin. Si on n'a pas assez d'informations sur la cible, on ne pourra pas savoir quoi cibler en priorité et donc on peut se retrouver plus tard si cette phase est mal faite, par exemple à la phase d'exploitation, et comme on n'a pas assez d'informations sur la cible, on se retrouve à refaire les phases précédentes pour avoir assez d'informations et continuer l'exploitation. Donc la deuxième phase correspond au scanning, c'est la recherche de vulnérabilité. Donc on en revient au fait que la première étape est primordiale. Si on prend un exemple tout bête, on ne fait pas la phase de reconnaissance sérieusement et donc lorsqu'on fait un scan, on fait un scan assez bruyant et on n'a pas vu précédemment qu'il y avait un IDS sur le réseau. Un IDS, c'est un système de détection d'intrusion. Et dans ce cas, on se fera forcément repérer et du coup, ça peut compromettre tout le dit. Donc vraiment, la plupart du temps, pour le scanning, nous, ce qu'on va utiliser, c'est Nmap qui fait pleinement l'affaire et qui suffit pour des tests en local. La troisième phase, et c'est clairement la phase la plus intéressante et la plus fun, mais c'est aussi celle qui peut ne pas aboutir si les phases précédentes n'ont pas été suffisamment bien faites. Donc les outils qu'on va utiliser, nous, ça peut vraiment venir de partout, ça peut être n'importe quoi, tellement il y a de vecteurs d'attaque possibles. Donc on peut attaquer soit le web, soit le SSH, ça dépendra en fonction de la box, quels services sont disponibles et lesquels sont vulnérables. Donc l'exploitation, c'est vraiment s'introduire sur le système
et essayer d'utiliser les vulnérabilités pour justement compromettre toute l'infrastructure et avoir un accès total au réseau. L'avant-dernière phase, il s'agit de la post-exploitation, donc c'est une fois qu'on a compromis la cible. Cette phase, en fait, elle consiste à mettre en place une persistance. Donc ça peut être par exemple une backdoor ou quelque chose pour ensuite pouvoir revenir dessus et pour permettre d'extraire des informations qui nous intéressent. Donc par exemple, dans le cadre d'un pentest, on va analyser quelles ressources sont disponibles pour le noter plus tard dans le rapport. Donc quelles ressources sont disponibles, ça veut dire lesquelles sont vulnérables, lesquelles on peut extraire, et il faudra le préciser ensuite dans le rapport. En parlant du rapport, la dernière étape, c'est justement la rédaction du rapport. Vous vous doutez bien que cette dernière étape, les méchants hackers, ils vont pas la faire, parce que c'est justement le rôle du pentester de mettre en relief les failles qu'il a trouvées. Donc ça consiste à mettre par écrit tout ce qu'on a trouvé, donc que ce soit des failles, les risques, ce qu'il faut mettre en place pour patcher les vulnérabilités. En fait, la difficulté de ça réside dans le fait d'expliquer les choses simplement sans trop de termes techniques pour les dirigeants, parce que c'est souvent eux qui nous emploient. Et du coup, il faut que eux ils puissent comprendre ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer, mais il faut quand même qu'il y ait une partie un peu pointue pour que les équipes techniques elles puissent mettre en place les sécurités qu'on a préconisées dans le rapport. Donc concernant les lois en rigueur avec l'informatique, il y en a principalement deux qui sont les plus connus. Donc c'est la loi informatique et liberté qui est relative à la protection des informations privées des utilisateurs, et il y a la loi aussi Godfrey qui celle-là prévoit des sanctions dans le cas d'une intrusion sans autorisation dans un système de traitement automatisé. Donc c'est à dire que si vous faites du hacking chez vous sur du matériel qui vous appartient, donc que vous possédez, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire ça chez vous, mais du moment où vous voulez faire ça sur quelque chose de public ou qui ne vous appartient pas, vous êtes obligé de signer un accord ou un contrat avec la personne concernée. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Désolé si celle-ci a été un peu ennuyante parce que c'est beaucoup de théorie, mais on est vraiment obligé de passer par là pour un peu savoir ce qu'on va faire. Et dans la prochaine vidéo, on va voir pour mettre en place un lab pour pouvoir après faire nos CTF dessus. Voilà, du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qu'il faut que j'améliore, etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez faire un tour sur mon Twitter, je l'ai mis également en description. Et sur ce, à la prochaine. Oh yeah.